J'ai oublié mon fouet. Je ressens, c'est toi. Fallait appuyer. On appuie là. Ah, voilà. On aura dû boire autre chose que de l'alcool, C'est parti. C'est parti. Bon, je sais que la soirée a été longue Non, c'est le matinée qui a été court. et la matinée a été courte. On va commencer donc lutte des idées, communication, si vous voulez bien. C'est Yann le Polotech qui va officier. Yann est responsable, est membre du CEN, est responsable des questions de la révolution numérique. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un responsable de la révolution ici. L'avantage, c'est qu'elle se fait ça. Elle se fait tout. En plus, on n'y est pour rien. Donc Yann va exposer le problème, on va discuter. Et moi, si vous le souhaitez, si vous voulez bien, il serait bien qu'on passe 10 minutes, un quart d'heure ensuite, ou plus s'il faut. Mais en tenant compte qu'on finit à 12h30, il faudrait bien qu'on passe un tout petit bout de temps pour un petit bilan collectif du stage. Et puis aussi quelques idées qu'il faudrait amener pour voir si on refait, si on commence, si on fait autre chose, voilà. Si on continue, si on... Et puis il y a Florence qui attend les résultats du questionnaire. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé, cette nuit, donc ils doivent être à peu près prêts maintenant. Donc sans perturber le... Mais il faut que ce soit un support à discussion, donc le questionnaire en lui-même ne va pas être très On va laisser à Yann la responsabilité de mener les affaires maintenant. Moi, je ne m'occupe pas des questionnaires, mais bon, c'est pas grave. Non. Bon, d'abord, bonjour à tous, et puis merci de votre invitation, en plus, qui est dans un cadre pour le moins enchanteur. Hein. C'est mieux que Vesoul. Non, je dis ça parce que j'ai aidé longtemps la fédération de Haute-Saône. Voilà, donc je vais essayer de vous présenter des éléments à la fois sur la lutte des idées. Je vais essayer de l'illustrer d'ailleurs un peu avec ce qui se passe avec la SNCF, parce que je pense que c'est un cas intéressant. Et puis de voir plus des aspects stricto sensus communication. Alors d'abord, il y a un petit schéma là, que je vous ai fait, qui est intéressant parce que ça permet un peu de comprendre comment tout ça fonctionne. Alors je vais peut-être par rapport au micro, il m'entendra si je... Oui. Voilà. Bon. D'abord, il y a une première chose, c'est... je pense que souvent, l'un de nos problèmes, c'est qu'on part jamais on part toujours de nous-mêmes et jamais des citoyens, qui sont parfois électeurs, mais qui sont avant tout citoyens, et de la manière dont ils voient le monde. Alors, comment on se forme une vision du monde, de la société, on prend conscience de ses intérêts, ou pas d'ailleurs, parce qu'on ne prend pas toujours conscience de ses intérêts, parfois même on va à l'encontre de ses intérêts. D'abord, il y a une première chose qui joue, c'est ce qui s'est passé dans son enfance et son adolescence. C'est tout le poids famille, école, religion pour certains. Sachant qu'il peut, quand je dis ça, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut être aussi faire exactement le contraire des opinions qui circulent dans sa famille, être révolté par l'école et prendre en grippe la religion. Il y a après, ce qui est très important, l'expérience concrète et directe. Par exemple, ça peut être le monde du travail. Le monde du travail, selon ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise, ça peut prendre conscience des rapports de classe, et souvent ça forme des générations.
exemple, la génération qui avait connu la grande grève, la plus grande grève en France qui existait, qui est la grève de mai et de juin 68. Mais l'expérience directe et concrète, c'est pas que ça fonctionne un peu comme un vaccin, c'est-à-dire que si c'est pas réalimenté constamment, ça peut se perdre. L'exemple, c'est que cette fameuse génération de 68 qui a fait la plus grande grève en France, si vous regardez comment à l'heure actuelle ce que donnent les sondages sur cette génération, donc les gens maintenant qui ont plus de 60 ans, pour la plupart, ceux qui avaient 20 ans en 68, eh ben, ils sont très à droite, et souvent c'était le socle du vote de Fillon, et quand vous les interrogez, parce que le vote c'est pas nécessairement non plus la manière dont on voit la société, mais quand vous les interrogez, c'est eux qui professent je dirais les opinions les plus réactionnaires, comme quoi une expérience concrète, si elle n'est pas alimentée en permanence, elle peut se dégrader. Et puis il y a tout ce qui est, parce que comme le monde, on ne connaît pas tout directement du monde, il y a tout ce qui est l'expérience indirecte, et ça passe par la culture, la connaissance, les livres, et puis surtout les médias. Et tout ça, ça nous forge une représentation du monde. Alors, sachant que, bien sûr, sur les médias, là on rentre dans le domaine de la communication, et quand je dis médias, c'est au sens large du terme, ça va de la télé jusqu'au livre, en passant par Internet et d'autres formes. Et tout ça se mélange, parce que quand je parle d'expériences concrètes et directes et indirectes, je vais vous donner un exemple très clair. Je suis originaire d'une commune communiste qui s'appelle Le Blanc-Ménil. Notre maire, bon maintenant on l'a perdu lors des dernières élections, malheureusement à 200 voix, et notre maire avait une pratique de vraiment aller toujours à la rencontre des habitants, d'être toujours avec eux, il passait son temps à faire des rencontres de rue, etc. Et on lui disait toujours, « Ah, monsieur le maire, on ne vous voit jamais, ou on vous voit qu'au moment des élections. » Bon. Et puis, un jour, il y a un fait divers à Blanc-Ménil, et il y a quelqu'un qui se fait tuer dans une boîte de nuit, un truc horrible, donc le maire passe à la télé. Donc il est dans le salon de tout le monde. Et les gens, après il ressort dans la rue, on lui dit « Ah, c'est bien monsieur le maire, on vous voit à la télé et tout, vous êtes avec nous. » Donc voilà, que le rapport connaissance directe, expérience directe, ça peut aussi passer par les médias. Parce que quand on passe à la télévision, on est dans le salon des gens, pour les gens. Alors après, parce qu'il faut voir aussi la dimension électorale, c'est que tout ça, c'est pas parce qu'on a une vision du monde qu'on vote nécessairement en rapport avec cette vision du monde, même si ça joue. C'est tout le problème du vote utile. Le vote utile, parfois on vote, et ça a été d'ailleurs une des grandes forces du Parti socialiste jusqu'à une certaine époque, c'est d'arriver à cristalliser un vote utile, mais le jour où le vote utile il s'effondre, il n'y a plus rien, parce que ce n'est pas un vote d'adhésion, par exemple. Donc, ça joue bien sûr sur le vote, mais il y a d'autres choses qui jouent sur le vote, c'est que les gens, quand ils vont voter, ils prennent en compte les rapports de force, parce qu'ils veulent, on est, ce que je disais dans le cadre du vote utile, c'est-à-dire qu'ils veulent que leur vote, ils ont un peu une conception stratégique de leur vote, donc ils veulent, entre guillemets, que ça serve à quelque chose. Ils veulent aussi que s'ils envoient des gens avec des responsabilités politiques, ils agissent. Alors, c'est là où on mesure tout l'aspect dramatique. Il y a maintenant, il y a une bonne paire d'années, mais quand Lionel Jospin déclare la politique ne peut pas tout, bien sûr, par rapport à cette idée d'agir sur le réel, ça fait certains dégâts. Et puis, bien sûr, joue aussi le système institutionnel, le mode de scrutin, etc. C'est-à-dire que on veut généralement voter pour quelqu'un qui a des chances de gagner, et ce n'est pas toujours le cas en fonction du mode de scrutin. Et puis, bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas neutres là-dedans, et qui rejoignent un peu cette sphère-là, c'est qu'il y a les influences, l'entourage, les sondages, les médias. Et c'est là aussi, quand je dis les influences, c'est là où le contact militant peut jouer aussi un rôle important. Et après,
il y a différents votes. Les votes, on les connaît, hein, il y a le vote de conviction, le vote de classe, parce qu'on s'identifie à quelqu'un qui incarne la défense de ses intérêts. Ça a beaucoup joué dans l'histoire du parti à un moment donné, hein, une phrase de Bourdieu, c'est le parti communiste qui a fait la classe ouvrière, et c'est la classe ouvrière qui a fait le parti communiste. On votait pour des élus ouvriers. Bon, ça, malheureusement, ça s'est beaucoup perdu, y compris à cause des mutations de la société française. Il y a aussi un vote d'identification, c'est-à-dire on va voter pour des gens comme nous, mais ça peut jouer dans les deux sens, le vote d'identification. C'est qu'on va refuser de voter pour quelqu'un comme nous parce qu'on pense que nous, on n'est pas capable d'avoir une idée politique ou d'exercer un mandat politique, donc on va voter pour quelqu'un qui sait, ça peut aussi donner. Le vote utile, le vote stratège, vous en parlez. Il y a aussi le clientélisme, et ça se développe de plus en plus. Hein. Moi, je peux vous le dire, en Seine-Saint-Denis, le nombre de gens qui, oui, d'accord, on veut bien voter pour vous, mais qu'est-ce que vous faites pour moi? C'est pas pour nous, pour moi. L'abstention, et puis bien sûr, il y a la mal ou la non-inscription électorale. Bon, j'ai dit ces deux choses parce que bien sûr, l'élection n'est pas nécessairement au cœur de nos affaires, mais il faut penser qu'il n'y a pas nécessairement une autoroute entre les deux. Hein. Ça veut dire que même si on arrive à convaincre des gens, les amener jusqu'à voter parfois pour nous, c'est aussi un autre boulot qui demande aussi de la communication. Alors, et pour suivre, donc bon, ça on va peut-être passer, hop, voilà. Alors aussi, pour justement voir les idées politiques, c'est important aussi de partir du réel et de l'évolution de la société française. Et là, je vous ai mis, alors le problème c'est qu'on ne voit pas trop ce qu'il y a en bas. Bon, en noir, c'est la part, dans la population active, la part des agriculteurs. Alors en 62, il y avait 16% d'agriculteurs. Maintenant, on est à 1,63, enfin en 2015. Donc vous voyez, effondrement. Là, c'est les artisans commerçants. Bon, on passe de 11% à 6% maintenant par rapport à 1962. Les cadres sont passés de 4% à 16%. Les ouvriers sont passés de 38,9% à maintenant 21,52%. Alors avec une mutation du monde ouvrier, c'est-à-dire que cette baisse du nombre d'ouvriers dans notre pays, il est essentiellement dû à la désindustrialisation. Fermeture massive d'usines, petites et grandes. Et paradoxalement, alors qu'avant massivement, jusqu'à peu près en 82, la majorité des ouvriers étaient dans l'industrie, maintenant la majorité des ouvriers sont dans les services. Ils sont souvent réparateurs, mécaniciens, maintenance, etc. Donc il y a aussi un changement dans les concentrations, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de grandes usines avec des concentrations ouvrières, même si ça existe en partie, mais même dans les grandes usines, vous prenez Airbus à Toulouse, vous avez quasiment aucun ouvrier. Le niveau à l'heure actuelle, sur les chaînes d'Airbus, on est au niveau technicien supérieur pour l'embauche. Sauf sur certaines spécialités très particulières comme la chaudronnerie, etc. Employés, c'est passé de 11%, ça c'est profession intermédiaire, on est passé de 11 à 24%, et employés de 18% à 28%. Mais ce socle-là, on peut dire que même si c'est des professions différentes, ils sont à peu près sur des niveaux salariales quand même relativement proches et pas si éloignés que ça du SMIC. Voilà. Donc, vivant des conditions quand même très proches les unes des autres, même les dites professions intermédiaires, même s'ils se vivent pas nécessairement comme ils se vivent plus classe moyenne que comme étant des salariés prolétarisés, il y a une situation d'appauvrissement de à peu près, ça fait, à peu près 70% de la population active. Oui, vas-y. Juste une question, c'est quoi la différence entre profession intermédiaire et puis cadre? En bleu, là, c'est les cadres, hein, ça hein. Ça, c'est les cadres. Tu peux donner des exemples juste de ce que tu appelles profession intermédiaire? La profession intermédiaire, par exemple, c'est un contremaître. C'est
Profession intermédiaire, ça c'est les CSP+, c'est-à-dire les gens qui ont des... D'abord, cadre, propre d'un cadre, normalement c'est d'encadrer des gens, donc d'avoir plusieurs personnes sous leur responsabilité. C'est les profs de fac, les professeurs d'université. Par contre, un instituteur, il va être considéré comme une professeure intermédiaire. Voilà. Là, on est sur je dirais un peu alors ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y ait pas des phénomènes, même chez les cadres, des phénomènes d'appauvrissement ou de fragilité à l'heure actuelle. Ça, ils ne sont pas nécessairement... mais ils n'ont pas les... C'est les employés. Parce qu'on va y venir. Oups. Alors, sur les entreprises, c'est aussi important de se rendre compte comment ça se passe. On a 3,1 millions d'entreprises en France. Les plus grosses entreprises, 229, c'est-à-dire des entreprises de plus de 5000 salariés, c'est plus de 4 millions de gens qui sont dans ces entreprises. Donc il ne faut pas le dire en France quand on explique que les grandes entreprises ont disparu. C'est pas vrai. Sauf que ce n'est pas nécessairement des entreprises industrielles. C'est-à-dire que la BNP est une grande entreprise, sauf que les gens sont atomisés un peu sur tout le territoire. Après, les entreprises intermédiaires, c'est-à-dire entre 250 salariés et 5000 salariés, on a 3 millions de personnes. Les petites et moyennes entreprises, c'est 4 millions de personnes. Et ce qu'on appelle les micro-entreprises, c'est-à-dire moins de 10 personnes, voire parfois une seule, c'est le cas des auto-entrepreneurs, c'est près de 3 millions de personnes. Donc vous voyez, c'est assez... On a un salariat qui est réparti d'une manière assez... on ne peut pas dire qui est à part les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises, il n'y a pas une véritable domination d'un type d'entreprise par rapport à l'autre. Ce qui d'ailleurs, quand nous on s'adresse, et ça on rentre dans la communication politique, là, quand on s'adresse aux salariés, il faut penser que bien sûr le vécu n'est pas du tout le même dans ce type d'entreprise. Alors après, là où ça se complexifie, c'est qu'il y a des gens qui travaillent pour les grandes entreprises, mais qui en fait sont dans des petites ou moyennes entreprises, voire des micro-entreprises, par tous les phénomènes d'externalisation, d'émiettement du travail, de filialisation, ce qui s'appelle en anglais l'outsourcing. Donc ce qui fait qu'en fait, c'est des gens qui se retrouvent avec des salariés de grandes entreprises, qui font parfois le même boulot, mais qui n'ont pas du tout la même protection sociale, ni les mêmes statuts, ni le droit, par exemple, sur la question des 35 heures. Bon, bien sûr, quand vous êtes employé d'Airbus, ça ne se passe pas tout à fait la même chose que quand vous êtes employé d'une micro-entreprise qui travaille pour Airbus. Même si parfois vous devriez être un salarié d'Airbus. Alors, ce qui pose bien sûr aussi, et ça c'est important pour notre communication, un problème très important qu'avait mis en avant Marx, c'est l'idée de classe en soi et de classe pour soi. C'est-à-dire, si les classes sociales, elles existent, c'est une réalité objective de la société. Après, se rendre compte qu'on appartient à une classe sociale, la faire exister comme un acteur historique qui est véritablement consciente de ses intérêts, là on rentre dans le domaine de la lutte sociale et de la lutte politique, et du regard que les gens portent dessus. Et vous voyez quand même, et ça c'est un de nos problèmes, en 1966, il y avait 23% des gens qui s'identifiaient à la classe ouvrière. Là maintenant, on est à 6%. Souvenez-vous de ce que je vous ai montré tout à l'heure. On dit qu'il y a quand même plus de 20% d'ouvriers dans notre pays. Donc il y a quand même un petit décalage. Par contre, les gens disant de la classe moyenne, il y en avait 13% en 66, maintenant 38%. Alors la classe moyenne étant un ensemble extrêmement flou. C'est-à-dire à peu près... C'est-à-dire que c'est ce qu'on pourrait dire un peu, les gens effectivement qui ne sont pas prolétarisés,
mais qui ont un niveau de revenu qui les place très en dessous de ce qu'on appelle entre guillemets des riches, mais c'est une notion, je dirais, qui est presque anti-marxiste, la notion de classe moyenne. Sauf que les gens s'y réfèrent. Et je dirais même, comme il y a une peur du déclassement, plus à la limite, moins ils sont membres de la classe moyenne, entre guillemets, plus ils s'attachent à ça. Plus ils s'attachent à dire, mais moi, je ne suis pas tout à fait comme le voisin. Donc ça, c'est très important dans la manière dont nous, on doit s'exprimer, parce que nous, notre problème, c'est que les gens, ils soient dans la classe pour soi, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience de leurs intérêts et de se rassembler autour de leurs intérêts. Et donc, on voit le problème auquel on est confronté, ce qui n'est pas sans poser deux questions. Alors, j'en viens quand même à une chose très importante, c'est le poids décisif du salariat. On n'a jamais eu autant de salariés dans ce pays. Si vous prenez le 36, en 36, vous avez à peine plus de la moitié de la population qui est salariée. Là, on est sur des taux de près de la population active, de près de 90%. Bon. Cela dit, on arrive à un plafond et se développent d'autres formes de travail. C'est là où il y a l'auto-entrepreneuriat, etc. C'est-à-dire des formes de travail aux marges du salariat, souvent influencées par une volonté qui correspond à du précariat, puisque les gens, c'est souvent le statut d'auto-entrepreneur, et on a une situation où les gens ont le lien de subordination salariale, en fait, c'est un peu l'histoire du chauffeur Uber, mais sans avoir la protection sociale. Mais pour eux, pour certains, ils se disent, oui, mais d'un certain côté, on est notre propre maître. Donc il y a aussi de l'illusion, mais il y a aussi une recherche, il faut voir ça aussi, il y a une recherche d'échapper aussi au lien de subordination salariale. Et cette forme d'emploi, je dirais, qui est un peu à la tâche, le retour d'un emploi à la tâche, qui transforme un peu le salarié un peu comme un fournisseur de l'entreprise, c'est pour l'instant minoritaire, mais ça se développe rapidement. Donc il faut que nous, on tienne les deux bouts quand on s'exprime, c'est-à-dire à la fois prendre en compte le salariat, ne va pas disparaître du jour au lendemain, loin s'en faut, mais en même temps, il y a des formes nouvelles d'exploitation qui montent dans la société. C'est pour ça d'ailleurs que la CGT a beaucoup évolué et parle plus souvent maintenant s'adresse aux travailleurs et pas seulement aux salariés. Parce qu'il faut prendre en compte ces formes-là, parce que les gens qui sont souvent sans ce pseudo-statut d'auto-entrepreneur, ils sont tout autant exploités que des salariés. Enfin, l'exemple du chauffeur Uber, c'est là où c'est le plus caricatural, c'est que c'est lui qui achète ses propres moyens de production, puisque c'est lui qui achète sa voiture, qui achète sa formation. Donc en fait, le capitaliste ne prend absolument aucun risque, et c'est le salarié qui prend tous les risques. Donc, d'une certaine manière, il est propriétaire de son outil de production, mais vous voyez la perversité de l'affaire. Juste 2 minutes par rapport à ce que tu dis par rapport aux salariés, c'est aussi parce que ça permet d'intégrer les salariés privés d'emploi, qu'on parle aussi de salariés, et de salariés. Parce que quand tu parles de travailleurs, on parle avec plus de difficulté des demandeurs d'emploi. Et que quand on dit les salariés privés d'emploi, on a quand même l'idée qu'ils peuvent à un moment donné intégrer... C'est vrai, parce que, en fait, d'ailleurs, quand on parle de population active, on prend en compte les sans-emploi. C'est la réalité. C'est-à-dire qu'un chômeur, entre guillemets, c'est un salarié qui est privé d'emploi. Puis en plus, de plus en plus, maintenant, il y a des formes d'activité mixtes, c'est-à-dire des gens qui à la fois ont un emploi en plus de leur emploi salarié, pour compléter, pour avoir des revenus. Parce que, un peu, quand on regarde les effets, parce que tout ça, on vit dans les effets de la mondialisation et de la globalisation. Et il y a une première, quand on regarde la société française, il y a une première partie, c'est les perdants de la globalisation, ceux qui ont intégré qu'ils étaient perdants de la globalisation, en particulier les ouvriers de l'industrie, c'est là où ça a le plus dégagé en tant que tel.
Et puis il y a tous ceux qui ont un emploi qui peut être potentiellement délocalisable ou automatisable. Donc là, il y a une conscience d'être perdant de cette globalisation. Après, il y a ce que j'appellerais, moi, ce qu'on retrouve sur l'histoire les faux gagnants de la mondialisation qui se rendent compte qu'ils sont de plus en plus, non pas des gagnants, mais des perdants. C'est-à-dire qu'effectivement, la globalisation, ça a plutôt fait stagner, bloquer ou régresser le salaire réel. C'est-à-dire, j'entends, c'est pas le salaire écrit sur sa feuille de paye, mais ce qu'on peut faire avec son salaire. Bon. Globalement, ça a plutôt bougé, ça a plutôt stagné ou régressé. Sauf que la globalisation a permis de baisser les prix, beaucoup de prix de certains biens, en particulier les vêtements, un certain nombre d'objets ont été beaucoup moins chers, puisque bien sûr ils étaient fabriqués dans des pays où il y avait un dumping social et environnemental et tout ce qu'on veut. Donc on a donné l'illusion aux gens, et c'est un peu l'histoire de la crise des subprimes aux États-Unis, c'est qu'avec le crédit et la baisse des prix sur certains biens, la baisse relative, qu'ils étaient plus riches et que ça compensait le fait que leur salaire réel ne bougeait pas. Mais en fait, c'est une fausse idée des choses, parce que c'est une forme d'appauvrissement. Je veux dire, là, les choses se passent bien quand votre salaire, même si les prix ils augmentent, il faut que votre salaire il augmente. Or, là, de plus en plus, il y a une prise de conscience avec la crise de 2007-2008, qu'en fait, ils ne sont pas du tout le low cost, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont cru gagner dans la mondialisation. En fait, c'est des consommateurs low cost. C'est un peu comme ce qu'on appelait le crédit revolving, c'est-à-dire, oui, vous achetez une télé à 1 euro. Le problème, c'est que quand vous regardez le total de votre crédit, vous avez acheté 2 fois le prix réel de la télé. Donc, il y a cette grosse partie des gens qui sont en train maintenant de prendre conscience que cette globalisation, ils ont pensé en bénéficier, ils vont en être victimes. Et puis, il y a le petit 1%, on parle toujours des 1%, mais qui est de plus en plus... qui se réduit, parce qu'en fait, à l'intérieur de ces 1%, il faut le regarder, c'est-à-dire, il faut se dire qu'il y a une part de... En fait, il faudrait regarder les 0,1% de gens qui s'enrichissent de plus en plus avec des salaires, des salaires, c'est pas des salaires, généralement, c'est des revenus qui prennent des dimensions démentes et qui pompent tous les gains de productivité du reste. Et là, effectivement, ceux-là sont les seuls et vrais gagnants de la mondialisation, mais c'est une toute petite élite. Quand vous comparez le salaire de Carlos Ghosn, et je pense ça aussi dans notre communication politique, parce qu'on met toujours en avant, vous vous rendez compte, les cheminots, les machins qui va gagner peut-être 3 000 €, quel scandale, etc. Mais quand on voit ce que gagne Carlos Ghosn, qui se compte en millions d'euros par an, mais ça c'est que le revenu par an, parce qu'après il a toute une série de patrimoine, je dirais. Quand on prend en compte ça, on voit que c'est sans commune mesure. C'est parfois plusieurs dizaines de milliers d'emplois, l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers de SMIC, voire parfois plusieurs centaines de milliers de SMIC que ces personnes gagnent en un an. Et si vous comparez, parce qu'on dit, ah ouais, mais vous savez, c'est des gens super efficaces, etc. Mais le PDG de la régie Renault, jusqu'à ce que ce soit privatisé, il gagnait le salaire d'un haut fonctionnaire. Il n'était pas moins efficace que M. Carlos Ghosn. Alors, quand on dit d'un haut fonctionnaire, je dirais, très haut fonctionnaire, ça devrait faire 8 000, 9 000 € par mois. Alors, bien sûr, pour des gens qui gagnent 2 SMIC, 8 000, 9 000 € par mois, c'est gigantesque. Mais en même temps, comparé aux millions d'euros que gagne par mois Carlos Ghosn, c'est ridicule. Donc là, il y a dans notre communication toujours à mettre la légitimité. Pourquoi Carlos Ghosn gagne ça? Quel est son apport à la société? Quel est son apport à la société par rapport à une infirmière, par rapport à un pompier, par rapport à un cheminot, etc. Comment on peut justifier que ces gens s'accaparent de telles richesses? Parce que c'est le résultat, ça, de la mondialisation. Alors, toujours sur la bataille d'idées, c'est qu'en fait, cette mondialisation, elle s'est bâtie sur une guerre idéologique, qui l'a fait admettre. Elle a commencé au milieu des années 70,
c'est ce qu'on a appelé les années Thatcher et Reagan, parce que c'est parti là, des États-Unis, du monde anglo-saxon. Et c'est l'idée, TINA, there is not alternative, il n'y a pas d'alternative. Et c'est toujours le même schéma, et on le voit avec la SNCF, c'est que partout où on va, on privatise, on dérégule, on fait du libre-échange, on financiarise, on globalise. On est quand même passé dans un monde, en France, on faisait partie de l'Union européenne à l'époque, hein, sauf que ça s'appelait la Communauté européenne, mais ça ne change rien. Jusqu'aux années 70, il y avait un contrôle sur les capitaux, il y avait un contrôle sur les prix et sur les salaires. On ne faisait pas n'importe quoi. Et ce n'était pas l'Union soviétique, hein, la France. C'était Valéry Giscard d'Estaing, bon. Et là, tout ça a sauté. Tout ça a sauté, et à chaque fois, c'est le même schéma que vous voyez pour la SNCF, mais ça a commencé par France Télécom, on l'a connu aussi pour EDF, GDF, etc. C'est-à-dire qu'on va s'attaquer à un service public, on va créer les conditions qu'il marche mal. Après, on va dire, comme on a inoculé la rage à son chien, on va dire, vous comprenez, alors là, on emploie des mots magiques, réforme, il faut bouger, il faut changer, il faut moderniser, il faut innover. Et donc, on dit, eh bien, c'est le sens de l'histoire, et on va privatiser. Alors, ce qui est compliqué, c'est que ces grands services publics, c'était des monopoles naturels, c'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez la SNCF, tout le monde ne va pas construire sa ligne de chemin de fer. Alors, même avant la SNCF, il y avait des réseaux, mais des réseaux, par exemple, Paris, le PLM, il n'était que sur le sud de la France. Il n'y avait pas des gens qui construisaient en parallèle des voies de chemin de fer. C'est tout ce qu'on appelle les services de réseau, la même chose. Les compagnies de téléphone, tout le monde ne va pas passer X lignes de téléphone. Donc, pour réussir, et c'est la même chose pour l'électricité, pour réussir ça, ils ont découpé les entreprises publiques en morceaux. Ils ont cassé l'idée de péréquation, l'idée de financement croisé, parce que dans une entreprise, vous avez des morceaux qui rapportent moins que d'autres. Et à partir de ce moment-là, ils ont pu ouvrir ce qu'ils appellent ouvrir à la concurrence, parce qu'on a dit, à ce moment-là, c'est comme ça, les voies ferrées, on ne va pas les démultiplier, mais on va faire circuler des trains, comme on va séparer les voies ferrées de l'exploitation du chemin de fer, et on va faire sur la même voie ferrée des trains qui seront privés et des trains qui seront publics, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un schéma habituel qu'ils mettent en place, et c'est pour ça qu'il faut, à mon sens, et ça doit être dans notre communication, le démonter, parce que on a, si je prends le cas de la SNCF, on a des exemples flagrants que ça ne marche pas. C'est l'exemple britannique, et où on a un train cher qui a régressé, qui en fait, parce que bien sûr la logique du privé, c'est de se concentrer sur ce qui est rentable, c'est-à-dire les populations denses et qui ont de l'argent. Dès que vous êtes dans des endroits où c'est pas dense, même si les gens ont de l'argent, c'est pas intéressant. Et puis si vous êtes dans des endroits où c'est dense, mais les gens n'ont pas d'argent, c'est pas intéressant non plus. Donc on fait un train qui s'adresse qu'à des privilégiés. Donc les prix sont hauts. Et puis, il y a l'exemple du fret ferroviaire en France. Laurent Brun en parlait, c'est que ça a été une catastrophe. Le fret a encore plus reculé à partir de où il y a eu l'ouverture à la concurrence. Et là, ils parlent, même dans le plan gouvernemental, ils disent on va doubler le fret. Mais par rapport à l'augmentation du transport des marchandises dans notre pays, si on double le fret, en fait, il régresse. Et donc, là, on voit l'échec. J'ai pas compris. C'est-à-dire, si tu veux, c'est que comme on va, par exemple, transporter beaucoup plus de marchandises à terme dans leur plan. C'est un ratio, en fait. L'essentiel, même si tu doubles fret, comme l'essentiel est transporté par route, en fait, ça va régresser par rapport à la part des marchandises qui sont transportées par le rail. Donc, en fait, contrairement à ce qu'ils expliquent, ça va régresser. Alors, il y a eu une émission, je vous conseille de la voir sur Internet, ça vaut le coup, faite par Yves Montand. Vous avez ce qui s'est appelé Vive la crise. Ça a été le moment où justement ça c'est venu en France. C'est là où vous avez tous les arguments qu'on vous resserre à l'époque.
il y a une petite émission sur YouTube qui démontre ça. Ça a été le truc de Vive la crise, alors payé par la télé publique, je crois que c'était en 82 ou 83, le fameux tournant de la rigueur, ou 84. Et là, on a Yves Montand qui vous explique tout ça, que c'est formidable et que ça va enrichir tout le monde, et qu'il faut faire ça. On voit les dégâts. Mais ça... Geoffrin, Tapie, il y a un très bon livre là-dessus qui s'appelle Le cauchemar des années 80 de François Cusset. Et on est toujours sur cette lancée-là. Oui. Et cette lancée-là, c'est la fin du compromis de 45. C'est-à-dire que tous ces gens-là, le compromis qui était grosso modo en France le Conseil national de la résistance, mais dans d'autres pays occidentaux, il y a eu d'autres formes de compromis qui étaient à peu près équivalents. Nous, le poids du Parti communiste a permis un compromis plus important, mais c'est à chaque fois l'idée qu'on met en l'air le compromis de 45. Et Macron, tout le discours de Macron, il est là-dedans. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de moderne dans Macron. Donc, il y a après une deuxième partie de la guerre idéologique qui s'est développée après la chute du mur de Berlin. Première chose, ça a été c'est un peu en prolongement, je vais raconter, expliquer, voilà, le XXe siècle, c'est l'échec de ces deux échecs historiques, le communisme, mais aussi la social-démocratie. C'est-à-dire que, parallèlement, la social-démocratie, dès que le mur de Berlin est tombé, est tombé par terre, ils sont retrouvés aussi en crise, et puis ils ont abandonné ce qui faisait un peu l'État-providence, le cœur, le keynésianisme, le cœur de la social-démocratie, c'est complètement abandonné au social-libéralisme. Donc, première idée qu'ils ont martelé, communisme et social-démocratie, c'est un échec, c'est fini. Deuxième idée, communisme égale stalinisme égale totalitarisme égale nazisme. Et ça, c'est martelé, y compris dans nos écoles. C'est enseigné. Alors après, nous là-dessus, je pense qu'il faut, sur communisme et stalinisme, donc vous avez eu un cours d'histoire, je pense qu'il ne faut pas que nous, on fasse semblant qu'on a une histoire, le Parti communiste, le stalinisme en a fait partie. D'ailleurs, on a quand même eu un grand paradoxe, c'est que on parle du Front populaire, de la résistance et de la libération, en même temps c'est la période où nous étions staliniens. Donc il y a les deux. Alors, je dis, c'est pas du tout, je dis pas ça à la gloire de Staline, hein, je m'explique, mais nous on ne peut pas évacuer le fait que le Parti communiste, à un moment donné de son histoire, a été marqué par le stalinisme, mais dans un contexte historique particulier, et il a su sortir de ça. Même qu'on ne peut pas... l'Église catholique à l'Inquisition, on ne peut pas résumer l'histoire de l'Église catholique à l'Inquisition. Mais elle fait partie de l'histoire de l'Église catholique. Tant qu'à la notion de totalitarisme, c'est une notion, parce qu'elle introduit l'idée que le communisme et le nazisme c'est la même chose, et c'est derrière le mot totalitarisme, c'est des gens qui essayent de penser toute la société et d'avoir des solutions à l'échelle de la société et ne pas être dans le laisser-faire du libéralisme. Donc nécessairement c'est le totalitarisme. Qui a eu des échecs sur la notion de démocratie, qui a handicapé notre vision du communisme et qui a fait effectivement que ça a été une notion dans le XXe siècle, beaucoup de révolutions par en haut, et totalement pilotées par, très centralisées, c'est une réalité. Après, la comparaison, hormis, je dirais, même l'objectif, ce qui est l'idéologie nazie, historiquement, la comparaison, cette notion de totalitarisme qui permet de chapeauter communisme et nazisme ne tient pas la route, parce que justement le nazisme ne pensait pas la société, ne pensait pas l'ensemble de la société, et était en fait sur des... ça n'a jamais été quelque chose d'anticapitaliste. Vas-y. Je dirais, ce qui ne nous aide pas non plus, c'est qu'aujourd'hui, ce qui reste des pays communistes, qui peuvent s'appeler encore comme ça, la Corée du Nord, la Chine, ne sont pas des modèles de démocratie et on va peut-être apporter une idée que le communisme c'est autre chose que ce que l'on présente, communisme égale stalinisme, totalitarisme, nazisme, et en plus on nous dit, ouais mais regardez, Cuba ça marche pas, la Chine ils font tout sauf du communisme, et la Corée du Nord c'est des cinglés qui vivent entre eux quoi.
Donc ça ne nous permet pas de dépasser non plus cette idée-là que le communisme peut apporter autre chose que les grands échecs ou les grands raccourcis qu'on nous fait faire, quoi. Alors, ça, bien sûr, tu as raison, on nous le ressort à chaque fois. Bon, cela dit, la Corée du Nord, enfin bon, sincèrement, d'ailleurs, eux-mêmes ne parlent pas trop de communisme, hein. Ça n'a absolument aucun rapport, je dirais, avec tout ce que l'on dit, à commencer par cette belle phrase sur le communisme. Bien sûr que c'est une dictature et qu'il y a un vernis historique d'origine communiste, mais ça n'a absolument aucun rapport avec ce que nous on veut bâtir. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a plus aucun parti communiste au monde qui a des relations avec le Parti du Travail coréen, d'ailleurs qui ne s'appelle pas Parti communiste d'ailleurs. Il a ça, quoi. On oublie, c'est le Parti communiste en Corée. C'est un mot qu'ils ont banni en Corée du Nord, hein, quand même, le communisme. Ils parlent du juchisme, ce qui est très différent. C'est une espèce de doctrine sectaire. Le Parti communisme chinois, est-ce que c'est vraiment du communisme qu'ils veulent faire? Peut-être pas. Mais en tout cas, l'appropriation ou la vision que les médias ont de ces pays-là, c'est pour nous marteler l'idée que le communisme aujourd'hui n'a plus aucun intérêt, qu'il faut le mettre de côté, qu'il est mort. Et ils jouent sur cette idée-là de dire ah bah, le communisme en Corée du Nord ça marche pas, le Chinois c'est le Parti communiste avec 80 millions d'adhérents, voilà. C'est fait exprès pour nous retourner la tête et nous dire que sur la Chine, alors on ne va pas ouvrir de débat sur la Chine parce que c'est un vaste débat, mais ça, je pense là ça demande un vrai débat sur la réalité chinoise, y compris la question de la démocratie en Chine. Parce que si on regarde, si on a l'idée que la démocratie, c'est la capacité à pouvoir influencer, que chaque citoyen puisse influencer sur sa vie et la vie de son pays, je pense que la Chine, c'est plus complexe que beaucoup de médias expliquent. À commencer par, effectivement, il y a un parti unique, ça s'appelle le Parti communiste chinois. Mais à l'intérieur du Parti communiste chinois, vous avez tout le monde. Où ça va d'ultra-capitalistes, d'anarchistes, en passant par les trotskistes, en passant par les communistes, en passant par... sauf que c'est à l'intérieur du... Alors, il y a un tabou, c'est qu'on ne met pas en cause le rôle dirigeant du Parti communiste chinois. Mais à l'intérieur du Parti communiste chinois, je peux vous dire, il y a du débat politique qui est assez... c'est assez étonnant. D'ailleurs, le Parti communiste chinois, en France, est jumelé, certes avec le Parti communiste français, mais aussi avec les Républicains, le Parti socialiste. Je ne sais pas si En Marche, ils sont maintenant jumelés, mais c'est-à-dire que là, on balance des clichés par rapport à ce que comment nous, on a construit la démocratie dans notre pays, qui est, entre parenthèses, très mal portante en ce moment, à un autre pays qui a une autre histoire. Alors je ne dis pas que c'est un parangon, que la Chine soit un parangon de démocratie, c'est pas là la question. Mais on ne peut pas demander aux Chinois d'avoir le même système politique. C'est-à-dire que la démocratie, elle n'est pas formelle. Elle se mesure à la capacité qu'ont les citoyens d'influencer ou de décider des choses qui vont faire leur vie. Bon. Or, en Chine, il y a beaucoup de luttes sociales, il y a beaucoup de grèves, il y a des projets, par exemple, de barrages, où il y a les gens se sont mis en travers, les barrages n'ont pas été construits, etc. Donc, je veux dire, il y a des modes, ça se passe différemment que dans notre pays. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une vie, la Chine n'est pas la Corée du Nord, pour tout dire. Non, mais c'est pas l'image, peu importe, quelque part. Oui. Ce qui se passe en Chine, ici personne n'est vraiment spécialiste, mais peu importe. C'est l'image que l'on renvoie à la société. Du communisme, oui. Il y a une seule image. C'est l'image du congrès du Parti communiste chinois. Ça dure. Ah non, c'est aussi le Tibet. Non, mais ça dure quelques dixièmes de secondes. Et on voit tous ces gens alignés dans un ordre impeccable. Il n'y a pas un qui dépasse de l'autre. Il n'y a plus besoin de faire de discours derrière. L'affaire est entendue. Donc, d'un point de vue, communisme, stalinisme, totalitarisme, nazisme. L'affaire est entendue, elle est dite, la messe est dite. Voilà, c'est ça la question pour nous. Oui, je suis d'accord avec toi, mais
d'un autre côté. Mais nous, justement, je pense, alors ça, On peut notre derrière problème, ramer- c'est pas. on peut derrière ramer, si tu veux, et puis raconter tout ce qu'on veut sur ce qui se ça passe laisse en Chine. pas- ou ailleurs. Moi, je nuance, hein, parce que maintenant, il y a quand même sur les photos du Monde, hein, presse qui n'est pas de notre côté. Moi, la photo du PC chinois que j'ai vue, il y avait 100 femmes au premier rang, donc il n'y avait pas de képi en l'occurrence. Alors peut-être que c'était pour les besoins de la propagande, enfin, peu importe, je dirais. L'image de la Chine que j'ai, moi, c'est plutôt le Tibet. Non, mais pas moi, mais qu'on me renvoie dans un milieu où il n'y a aucun communiste et plutôt des gens anticommunistes. S'ils sont anti-chinois, c'est sur la question plutôt du Tibet ou des minorités. Les médias qui attaquent la Chine ont quand même les boules que ce soit une réussite économique, ce qui est nous dans un modèle qui nous dérange par rapport à la... Non, mais on comprend ce que tu... Restons dans la question qui nous était posée. Ouais. Non, mais on comprend de la Chine, parce qu'on n'a pas sorti. Oui. Mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que la Non, mais on perception comprend du ce mal, que, on comprend ce que tu dis. Mais on comprend ce que tu dis. Mais comme où on nous invite ici à vivre avec ça, où on nous invite à essayer de réfléchir aussi sur la part. Non, mais ce que tu dis est tout à fait juste. Mais où on vit avec ça, où on réfléchit sur la part de vérité ou de réponse qu'on peut construire à ça. une des premières réponses à ça, c'est que déjà, depuis hier, plusieurs fois, on a parlé du communisme, en parlant des pays, des pays socialistes. Est-ce qu'il y a un pays au monde qui a été un pays communiste? Non. Non. Alors, commençons déjà par dire ça. Bah, Après, que des pays, de la même façon qu'il y a un certain nombre de pays qui se revendiquent comme capitalistes, on ne leur reproche pas le capitalisme, ce qui s'est passé en Chili, le nazisme. On pourrait faire capitalisme, je ne sais pas quoi, égal nazisme, de la même façon. Oui, Donc, tout à fait. voilà. Donc, restons là-dessus, mais sur la question du communisme, je pense qu'il faut qu'on parle de l'idéal communiste et pas commencer par dire oui, effectivement, il y a des pays communistes qui ont fait des conneries. Mais non, il n'y a pas de pays communistes qui ont fait des conneries, ça n'a jamais existé. Ouais. Alors, le petit problème quand même dans cette histoire, je vais me faire un peu l'avocat du diable, c'est que d'abord on a dit nous que ça existait pendant. On peut pas s'affranchir de notre histoire. On l'a dit aussi. Je pense qu'il faut qu'on ait aussi un regard, parce que d'abord on peut nous dire votre truc, si c'est de l'utopie, ça n'existera jamais. Deuxièmement, c'est là où c'est difficile pour nous, et je pense qu'il faut assumer aussi notre histoire. C'est qu'à un moment donné, on a dit que c'était des pays communistes, enfin, ou tout du moins socialistes, hein, on disait socialistes, mais ça ne nous est pas totalement étranger. Il faut voir quand même le choc d'octobre, quand même, quand pour la première fois il y a eu un gouvernement ouvrier au monde, etc. Donc, je pense qu'il faut faire là-dessus, il faut que nous on soit aussi dialectique là-dessus, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, nous effectivement, on a une vie. Alors bien sûr, on n'est pas dans le slogan dans ce cas-là. On est dans essayer de faire réfléchir les gens. Mais on ne peut pas non plus nous faire comme si on n'avait jamais eu, on ne connaissait pas ces gens-là, on n'a jamais eu d'histoire commune avec eux. C'est pas vrai. Si certains utilisent des mots, il faut qu'on nous utilise aussi des mots. On a même C'est-à-dire dit que que quand on c'était parle globalement de positif. communisme, à un moment donné, il faut dire de quoi on parle. Exister. Après, c'est vrai. Moi, par rapport à ça, Sur l'échec du socialisme en Union soviétique, c'est aussi notre faute, on a tout jeté avec. À un moment donné, tout n'était pas jeté non plus en Union soviétique. Ah bon, on va pas faire On va pas faire un débat Mais ce que je crois, c'est que nous, la réponse, nous, faut pas qu'on. Nous, notre objectif, parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que l'une des fondements de notre parti, ça a été la politisation des classes populaires. Et la politisation des classes populaires, c'est, contrairement au populisme, c'est de faire réfléchir les gens, leur montrer que les choses, elles sont parfois compliquées, qu'il y a ce qu'on enseignait dans les écoles du parti, même dans les années 20, dans les années 30, etc., ce qui était la dialectique. Et je pense que ça, c'est ça qui nous différencie, d'ailleurs, fondamentalement du populisme. C'est que nous, on veut faire réfléchir les gens, on veut les faire analyser les choses, y compris nos propres échecs. Voilà. Donc j'en viens. Bon, c'est l'époque où on explique que c'est la fin de l'histoire. La lutte des classes existe, nous l'avons gagnée. Warren Buffett.
Et Jospin, l'État ne peut pas tout, et l'idée qu'il n'y a qu'un seul modèle possible, et ça on continue sur cette lancée, c'est la démocratie entre guillemets de marché. Bon, donc, à ce moment-là, on a une situation, et on vit là un peu la fin de cette histoire, c'est-à-dire que jusqu'à l'histoire du mur de Berlin, on vivait dans une gauche où il y avait une opposition entre un pôle réformiste et un pôle révolutionnaire. Nous, c'était le pôle révolutionnaire, les socialistes, c'était les réformistes, mais tout le monde contestait la société capitaliste. Là, on est rentré dans une situation où le pôle réformiste n'est plus réformiste, dans le sens où il n'est plus dans l'idée, il était avant dans les statuts du Parti socialiste, et je dirais de tous les réformistes, c'est la mise en cause, de dire voilà, par des réformes on va sortir du capitalisme. Là, l'objectif de sortir du capitalisme disparaît complètement à partir des années 90. Et même théorisé, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 50 avec le Bad-Godesberg du Parti socialiste, ça arrive en force dans l'ensemble des partis sociodémocrates à ce moment-là, qui ont tous tendance à s'effondrer aussi, parallèlement. C'est l'échec du blairisme, et là-dessus, maintenant, vous avez le Labour Party en Grande-Bretagne qui a beaucoup changé, et qui n'est peut-être pas révolutionnaire, mais est revenu à une critique du capitalisme. Et donc on est dans une situation aujourd'hui, ça c'est un des points d'appui qui doit être sur notre communication, c'est qu'il y a une contradiction extrêmement forte dans la société, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une demande très forte de progrès social, de protection. Alors quand je dis au sens de protection, c'est pas la sécurité policière en tant que telle, même si ça existe aussi, mais c'est surtout une protection sociale, une protection par rapport aux accidents de la vie. Il y a aussi une demande de justice sociale. On le voit par rapport à tout ce qui se passe autour des inégalités et de la fraude fiscale. Et en même temps, bien sûr, le développement accéléré de la globalisation ne donne absolument aucune marge de manœuvre pour satisfaire ces revendications-là. Alors, à une époque antérieure, il y avait des possibilités. D'où, sur la bataille des idées, comment répondre à cette contradiction? Alors eux, comment ils font? Ils essayent absolument d'évacuer la question de la lutte des classes. Ils divisent la société, alors ils créent des clivages, actifs contre retraités. Voilà ce que vous explique Macron. Vous comprenez, les retraités sont des privilégiés avec des niveaux de retraite qu'on sait. Il faut qu'ils aident les jeunes grâce à la CSG. En plus, qu'avec un mensonge énorme, c'est qu'à l'heure actuelle, les retraités qui peuvent aident très souvent leurs jeunes. L'opposition entre les CDD et les CDI, les fonctionnaires et les salariés du privé, les métropoles contre le rural, etc. On ne va pas payer. Donc, on essaye de diviser toute la société française. Et ça marche en partie parce que les Français, dans un sondage, ils répondent que ce qui les divise est plus fort que ce qui les unit. Et puis on trouve des boucs émissaires. Les musulmans, les migrants, les travailleurs détachés, les syndicalistes. Si une entreprise ferme, c'est parce que les syndicalistes sont trop gourmands. Les enseignants qui ne font pas leur boulot parce que les gens ne sont pas formés. Les élus qui ne foutent rien et empochent des indemnités, etc. Donc on crée des cheminots. On crée tout ça, et les cheminots, le statut des cheminots est responsable de la situation de la SNCF. On dépolitise les questions, les problèmes et les conflits. On en fait soit des questions de personnes, soit des questions de morale. C'est la corruption, c'est les gens qui abusent, etc. On judiciarise la vie publique, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus, on passe du débat politique à un débat devant les tribunaux. Et tout ça, l'objectif, c'est d'éloigner les classes populaires de la politique. Donc on crée de l'abstention, y compris même les scandales dans la vie publique, machin qui a corrompu truc, machin qui a fait, etc. Plus c'est mis
en exergue, plus les gens, eh bien, ils fuient ça. Ils se disent qu'est-ce qu'on va s'occuper de ces gens-là. Il faut voir la vision qu'ont les gens de la politique à l'heure actuelle. C'est l'homme. D'ailleurs, on vous pas. Vous remarquez le vocabulaire, on ne parle plus d'hommes ou de femmes politiques, on parle de politiciens. Systématiquement. Et la politique, c'est sale. C'est ce que disait Alain Bocquet à Quimper, qu'il y a une stratégie d'avilissement de la vie politique qui sert des intérêts politiques. Et on dévalorise aussi les mandats électifs. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire que tous les élus c'est extraordinaire, etc. C'est pas là la question. Mais derrière ça, on tape, on explique ces fainéants de députés, de sénateurs qui gagnent 7 000 € par mois pour ne rien foutre, etc. Alors que malheureusement, c'est loin quand on voit le boulot qu'abat certains députés d'En Marche pour justement faire les pires choses, ils travaillent, malheureusement, ces braves gens. Et s'ils travaillaient un peu moins, on s'en porterait mieux. Mais tout ça, on parle des 7 000 € des députés et des sénateurs, mais pendant ce temps-là, tout le monde oublie l'argent du patronat. Oui. Tout le monde oublie les Carlos Ghosn, etc. Carlos Ghosn, pour lui, 7 000 €, c'est pour boire. Hein, Il n'y a qu'à voir les dividendes qui ont été versés en 2017 aux actionnaires du CAC 40. Et la France est championne d'Europe avec plus de 40 milliards de versés. Ça, tant que les gens n'ont pas pris conscience que le pognon il se retrouve là et qu'il n'est pas redistribué, on n'y arrivera pas. Et là, en fait, en évacuant la lutte des classes, on essaye d'expliquer qu'il y a deux France. C'est une France ouverte sociétalement, économiquement, qui se développe, c'est les premiers de cordée, quoi, qui est flexible, qui est mobile, qui innove, qui fait des start-up, etc. Bon, même sur les start-up, hein, la réalité, c'est qu'il y en a 2-3 qui s'en tirent, et puis les autres, ils meurent tous la gueule ouverte. En plus, avec tout le monde paraît cool dans les start-up, mais ça fonctionne essentiellement avec des stagiaires, souvent. Et puis, il y a cette France qui a un boulet, la France fermée, réactionnaire, anti-réforme, arc-boutée sur ses privilèges, raciste, ignorante des réalités du monde, etc. Et les classes populaires, et c'est dit, y compris ça a été théorisé par Terra Nova, qui était la boîte à idées du Parti Socialiste, mais c'est repris aussi par les gens d'En Marche, hein, et on retrouve ça d'une certaine manière par la France Insoumise aussi, c'est que les classes populaires, eh ben, ils sont sur des valeurs réactionnaires, elles ont tendance plutôt à basculer à droite, et la gauche, de toute façon, comme elle ne peut pas satisfaire leurs revendications économiques et sociales, il faut qu'elle s'occupe d'autre chose. Et on arrive à une situation, et en plus, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à l'intérieur même de la droite et de la gauche, le nouveau clivage sont apparus sur la question de la guerre et de la paix. Ça s'est divisé, à part dans notre parti, là-dessus, ce qui est aussi un de nos marqueurs, sur l'Europe. Souvenez-vous du vote de Fabius en 2005, ou même du parcours de Mélenchon, et bien sûr sur les questions économiques et sociales. Ce qui fait que on a un nouveau récit qui est cultivé par les forces dominantes, entre la France fermée et la France qui gagne, etc., et puis l'autre, où on a, grosso modo, une structuration avec un peu les partis. Alors, avant c'était le PS, maintenant c'est la République En Marche, c'est le parti des premiers de cordée, quoi, et des gens raisonnables qui vont faire avancer le pays. Et puis il y a les deux grands blocs réactionnaires, populistes de droite et populistes de gauche, qui sont les perdants de la mondialisation, mais qui n'ont rien compris à l'affaire. Et tous joueraient, on aura le choix entre que ça, quoi, cette France fermée, cette France ouverte. Et ils écrivent un scénario autour de ça. Et bien sûr, il y aurait, grosso modo, il n'y a plus de lutte des classes. Il y a d'un côté les gens partisans d'une démocratie libérale de marché et européenne, et puis de l'autre, les populistes, les nationalistes, les protectionnistes. Et on veut enfermer les gens dans ce choix-là. Et c'est d'autant plus vrai, alors c'était le rapport Terra Nova, ça, ce qui a écrit, c'était in texto dans le rapport Terra Nova. C'est ce qu'a suivi Hollande, avec le succès qu'on connaît, mais dont s'inspire très fortement En Marche, à l'heure actuelle. Hein, c'est le même credo.
Et je passe à la diapo suivante. C'est déjà Il y a- La suite, ouais, la Oui. suite, la fin. Et quand vous regardez, par exemple, ça c'est de la propagande du Front National, qui s'inspire de ça, de ce brouillage idéologique. Affiche sortie par Louis Ayot dans les Pyrénées. Vous voyez l'horreur. Roger Salingro, alors je ne sais pas si tout le monde sait qui est Roger Salingro. C'était le ministre de l'Intérieur du Front Populaire, qui, il faut savoir, s'est suicidé à cause d'une campagne de calomnie, de fake news, on dirait maintenant, lancée par l'extrême droite. Donc récupérer Roger Salingro, on retourne un slogan du Parti communiste, produisons français avec des Français. Et là, c'est sur la deuxième tour. On récupère même une partie des deuxième ou troisième générations d'émigrés. C'est-à-dire, là vous voyez, on met une petite beurette, entre guillemets, et grosso modo, on dit que c'est les derniers arrivants qui posent un problème. Et ça, c'était intéressant, c'était le tract de deuxième tour dans l'Oise, une candidate du Front National, et quand vous voyez le truc, défendre les valeurs républicaines et la laïcité, protéger les emplois des travailleurs français, refuser les licenciements boursiers, augmenter le pouvoir d'achat et revaloriser les bas salaires, obtenir une véritable justice sociale et l'égal accès aux soins pour tous, enfin pour tous, ils ne veulent pas des étrangers, mais bon, ça elle ne le dit pas. Préserver les allocations familiales et sécurité sociale, garantir une décence, une retraite, donner un député honnête et non corrompu. Bon. Donc, vous voyez, brouillage. Vote, hein. Chut, hein. Deuxième brouillage, aussi, c'est ce que j'appellerais le populisme de gauche. C'est-à-dire que quand vous êtes dans vous lisez les textes de la France insoumise, on vous parle très peu de capitalisme. Maintenant, c'est l'oligarchie. Alors, ça pose un vrai problème parce que l'oligarchie, on est sur des gens qui sont visibles, on ne remet pas en cause le système. C'est-à-dire, c'est les bananes qui sont pourries, c'est pas le régime, quoi, si je puis dire. Jeu de mots. Deuxième chose, l'idée du dégagisme, ce qui ne remet pas aussi en cause le système, hein, ça veut dire que les gens aient le truc. Refus de la lutte des classes et de la remise en cause du pouvoir du capitalisme. Et puis il y a les idées autour du souverainisme et des tendances un peu aussi obscurantistes qui rejoignent beaucoup. Les déclarations étaient très ambiguës de la part de la France insoumise par rapport au mouvement 5 étoiles. Et c'est pour ça que je me suis permis alors c'est un peu méchant ce que je fais là, mais voilà, c'était l'affiche qui a lancé la notion de dégagisme. Là c'est une affiche du PG de 2013. Et quand même, il y a un petit rapport avec l'affiche de 41, l'affiche pétainiste. Mais méfie-toi, ça sera sur internet ce soir. Et c'est quoi qui a écrit en dessous balai là? On n'a rien à lire. C'est pas le bras droit de Pierre-Laurent. Oui, non, mais sur les petits papiers, c'est quoi? Juifs, communistes, étrangers, je sais pas. Ouais, c'est un peu franc-maçon. Franc-maçon, tout voilà, ça, bon. oui, bien sûr. Voilà, bon. Donc cette thématique du balai, de on dégage tout, etc., elle a quand même une connotation historique très malsaine dans notre pays. Très malsaine. Et donc c'est pour ça que cette question-là, et on perd, et je pense que c'est aussi là, dans notre communication politique, il faut toujours y réfléchir, ne jamais perdre l'angle de politisation des classes populaires. L'ennemi, c'est le capitalisme, c'est pas le voisin qui gagne 6 000 € parce qu'il a une BMW, etc. Et pour le coup, ton affiche en plus, elle est sexiste parce que c'est une femme qui passe le balai encore. Ouais, bah, c'est pas la mienne. Hein. Non, c'est pas sexiste, non, c'est la République, ça. Voilà. C'est Marianne. C'est Marianne. Bon. Alors, c'est là, et tous y jouent, que ce soit La République En Marche
le Front National ou la France Insoumise, on est dans une opposition et une division des classes populaires. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, on dit les outsiders et les insiders, c'est-à-dire et chacun essaye de les organiser au lieu de rassembler tout ça pour mettre en cause le système. Donc ça, c'est une des questions qui nous est posée dans la bataille des idées. Deuxième question, il y a une autre forme plus insidieuse, c'est la remise en cause de la démocratie et de la politique. C'est au cœur de la réforme institutionnelle que propose La République En Marche, puisque y compris sur la limitation du droit d'amendement, etc. Et derrière ça, on retrouve des gens qui ont de plus en plus de pouvoir, qui sont les GAFA. Pourquoi ils ont de plus en plus de pouvoir? Alors les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook et compagnie. Ils ont de plus en plus de pouvoir parce qu'ils captent toutes nos informations. Vous savez, moi je me souviendrai toujours de Cazeneuve à l'Assemblée nationale qui dit « mais je veux faire une loi sur la sécurité parce que pour l'instant les GAFA savent plus de choses sur les Français que moi, le ministre de l'Intérieur. » Alors, le problème, c'est que les GAFA savaient beaucoup de choses sur nous. C'est pas lui, il voulait en savoir autant. Ce qui est le problème, c'est de faire plutôt le contraire. Mais ces gens-là, ils théorisent sur le fait de supprimer la démocratie et la politique. Ils les voient comme une entrave. Et ils disent de toute manière. Alors, il faut faire très attention là-dessus, parce que derrière ça, c'est un thème qui commence à monter de deux manières. La première manière, c'est que bien sûr on monte du doigt des élus corrompus, machin, truc chouette, etc. On amuse la galerie là-dessus avec des faits qui sont réels. Et de l'autre, on commence à dire, ben voilà, en fait, les élus, ça doit être des sortes de super fonctionnaires qui mettent en œuvre la politique. Quand vous regardez tout ce qui se passe à l'heure actuelle au Parlement européen, l'objectif c'est de transformer les députés européens en des fonctionnaires européens, y compris en leur imposant leurs propres collaborateurs étant des fonctionnaires. Et même chose au niveau, derrière toute la réforme constitutionnelle de Macron, c'est l'idée en fait que les sénateurs et les députés seraient des sortes de fonctionnaires élus chargés de traduire législativement la pensée du président de la République. Et donc on évacue la notion de débat politique, la possibilité pour les gens d'intervenir, on l'évacue là plus totalement et on est dans un rapport finalement assez technique, c'est ce que eux appellent les gens, les GAFA, le solutionnisme. Alors je vais vous donner un exemple très simple comment il résonne, mais qui rejoint un peu une déclaration de Tony Blair sur les questions de santé et qui rejoint l'idée de remettre en cause la sécurité sociale. Là aussi, ça fait partie des batailles des idées. C'est qu'en ce moment, de plus en plus, on vous explique, on va individualiser votre risque de santé, parce que finalement, vous n'avez pas de raison de payer pour des risques que vous n'avez pas. Sous-entendu, derrière ça, vous foutez en l'air tout ce qui s'appelle la mutualisation du risque et ce qui s'appelle la solidarité. Et en fait, in fine, vous payerez plus cher. Parce qu'à un moment donné, vous développerez nécessairement un risque de santé à un moment de votre vie, ou parce que vous avez tout bêtement des addictions, parce que tout le monde a des addictions, et qu'à un moment donné, ça peut avoir des répercussions sur la santé. Or, cette conception, Tony Blair, il l'avait théorisée en disant, écoutez, moi je ne fume pas, j'ai pas de raison de payer pour quelqu'un qui a un cancer du poumon. Celui qui fait attention dans ses relations sexuelles, il n'a pas de raison de payer pour quelqu'un qui a le sida, et ainsi de suite. Bon. Et derrière ça, c'était le projet de privatisation de la sécurité sociale. Et bien ces gens-là, ces GAFA, qu'est-ce qu'ils disent? Par exemple, si vous prenez la question de l'obésité, nous, communistes, on va avoir tendance à traiter ça comme un problème de société. On va voir si t'as bien écouté. D'un problème politique. On va dire... Vous avez remarqué que jusque-là, j'ai pas dit de conneries. Hein. C'est-à-dire que... On va dire que sur ces questions-là, c'est une question de mode de vie, c'est une question de ce qu'on mange et de l'industrie agroalimentaire. On va prendre le problème, non pas sans nier la responsabilité individuelle de chacun, mais on va dire c'est un problème global, c'est un problème politique, c'est un problème de société.
Eux, ils vont dire non. On va vous foutre des capteurs, des implants, etc., qui vont vous mesurer en permanence votre taux de sucre, votre taux de truc dans le sang. Quand vous allez aller quelque part pour manger au restaurant, bah, ça va vous dire par rapport au menu ce qu'il faut prendre et pas prendre. Vous allez être relayé avec votre assureur en santé. Si vous vous comportez bien dans votre mode de vie, eh ben, votre prime d'assurance ne sera pas très chère. Si vous prenez des babas au rhum et vous ne courez pas le matin, eh ben, on considérera que vous êtes responsable de votre obésité. Et donc, on est dans une situation où on individualise complètement. On désocialise totalement le problème et on le dépolitise. Et on est sous la responsabilité. Et en plus, on récupère plein d'informations avec vous, parce qu'en plus, vous recevrez des pubs à partir de votre implant de santé pour des restos qui font des régimes sans sel, pour des gens qui vous proposeront de manger végan et compagnie. Donc, et dernière chose aussi sur la bataille des idées, puis on viendra un peu à nous comment faire. C'est ce qui s'est passé avec Trump aux États-Unis. Alors pour l'instant, ça s'est passé qu'aux États-Unis, hein, mais ça risque de se passer bientôt chez nous. La campagne de Trump, comme celle du Brexit, hein, elle a marqué quelque chose de nouveau. Alors tout le monde a parlé des fausses nouvelles, des fake news. C'est pas que ça, parce que les fausses nouvelles, c'est vieux comme Hérode. C'est qu'en fait, aux États-Unis, ils ont, comme les lois sur les données sont beaucoup plus permissives pour l'instant que chez nous, sur chaque Américain, il y a des sociétés qui ont tout ce qu'ils font dans leur vie. C'est-à-dire que comme nécessairement vous payez en carte bleue, vous avez un portable qui vous trace en permanence, on sait ce que vous achetez, on sait ce que vous mangez, on sait où vous allez, on sait ce que vous regardez à la télévision, on sait ce que vous lisez, etc. Parce que vos bouquins, vous les achetez via Amazon, etc. Donc on a des éléments sur toute votre vie sociale. Et Trump a acheté ça à une boîte qui s'appelle Cambridge Analytica, ce qui lui a permis d'envoyer par des comptes, des faux comptes, c'est-à-dire Facebook qui étaient des robots, qui lui a permis des robots, mais des robots bien ciblés, c'est-à-dire que vous avez l'impression que la personne qui va vous envoyer le message Facebook, elle habite au bout de la rue. Et il a envoyé pendant le débat qu'il a opposé à Hillary Clinton 175 000 messages différents à mesure du débat. Alors quand je dis différent, c'est pas qu'il a envoyé à tous les Américains, étant sur Facebook, Twitter et compagnie, mais à chaque fois, il y avait 175 000 types de messages en fonction que vous étiez dans une EHPAD en Virginie, ou que vous étiez cow-boy au Texas, ou ouvrier de la ceinture de rouille je ne sais où, complètement individualisé. Et là, on sort d'un autre type de propagande, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une propagande de masse, on est dans une propagande avec une logique individuelle, et quand je dis individualisation, ça allait jusqu'à la police de caractère, la couleur des caractères, les mots employés, etc. Donc les gens avaient l'impression que c'était leur voisin qui leur parlait, qui leur envoyait ce message-là. Donc ça, c'est une chose assez nouvelle, à laquelle il faut que nous aussi nous préparions, parce que aujourd'hui c'est aux États-Unis, demain ça risque assez rapidement de débarquer dans notre pays. D'ailleurs ça a déjà débarqué parce que plusieurs personnes ont déjà utilisé des robots sur Facebook pendant leur campagne législative, même des camarades d'ailleurs, ils ont bien eu raison d'ailleurs. Oui, puis tu as par exemple via un Messenger sur Facebook, tu as des questionnaires qui paraissent comme des questionnaires que tu adresses à un de tes correspondants. Et en fait, je pense que tu as quelqu'un qui doit capter toutes les informations qui passent entre l'un et l'autre et qui peuvent après utiliser ton dessus. En fait. Alors, par rapport à toute cette question, cette bataille d'idées, nous, que faire? Moi, je pense d'abord la première chose, nous, on doit être sur la politisation des classes populaires. C'est-à-dire, ça, je pense que nous, il ne faut pas qu'on copie les autres servilement, parce que la petite différence, la difficulté
qu'on a par rapport aux autres. Et qu'il y a une vraie contradiction quand on rédige un tract. Les autres peuvent rédiger des tracts très courts et très percutants parce qu'ils ont l'air, ils ont tout un dispositif autour qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'expliquer. Je prends l'exemple de la réforme de la SNCF. La réforme de la SNCF, vous avez tous les médias dominants qui répètent des arguments toujours les mêmes, sur le statut des cheminots, sur ci, sur ça, sur la SNCF qui ne marche pas, ce qui est vrai, mais qui ne disent jamais les causes réelles, etc. Et donc après, eux, quand ils s'expriment par tract ou quand ils causent dans les médias, ils n'ont pas besoin d'expliquer, de tout expliquer, ils ont simplement besoin d'épouser ce qui est raconté à longueur de journée. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ils vont arriver, comme Macron par exemple au salon de l'agriculture, ah, les petites retraites agricoles, mais comment on peut tolérer ça alors qu'il y a ces privilégiés de cheminots qui partent à 52 ans à la retraite et qui ont encore des primes d'escarbille. Bah, là, il n'a pas besoin de l'expliquer plus loin, parce que de toute façon, tous les autres médias ont passé leur temps à faire des dossiers, des machins, etc. Bon. Et nous, on est dans la contradiction que l'on s'exprime dans les médias audiovisuels ou qu'on écrive un tract, c'est qu'il faut à la fois être court et percutant, parce que les gens n'ont pas le temps de lire beaucoup, ou d'entendre beaucoup, ou parce que nécessairement, quand on s'exprime à la télévision, à la radio, c'est 1 minute, 2 minutes, etc. Et généralement, on est contredit immédiatement. Donc il faut expliquer quelque chose qui est complètement à contre-courant de ce qui est raconté partout, et en même temps être percutant. Donc ça, c'est une difficulté que nous, on doit travailler, parce que on a tendance, et je dirais, moi le premier, à faire des tracts où on explique tout, sauf qu'ils ne sont pas lus. Donc les deux manières, à mon sens, d'essayer de combattre ça. La première manière, c'est toujours de partir en fait du vécu des gens. C'est-à-dire que quand on parle de la réforme de la SNCF, nous, si on fait un tract général, moi je dis sur ma section, si on distribue un tract général sur la SNCF à la gare, 90% des tracts qui sont par terre. Par contre, si on parle aux gens, on commence l'amorce du tract, et on part de leur vécu, le RERB, j'en sais quelque chose, parce que je le prends tous les jours, et à partir du RERB, on explique pourquoi les gens, là ça les intéresse, ils le prennent ce train tous les jours, ou plutôt tôt, ils ont du mal à le prendre. Et à partir de là, on commence à expliquer pourquoi ça ne marche pas, quelles sont les solutions, le projet, etc. Là, on peut dérouler quelque chose. Donc toujours partir de l'expérience des gens. La deuxième chose aussi, je pense, qui est très important, c'est arriver au contact humain. Bon, je donnerai un petit exemple. Quand j'étais secrétaire de section du Blanc-Ménil, on faisait un magnifique 4 pages, toute boîte, 19 000 boîtes, en couleur et tout. Alors il y avait tout, il n'y avait pas un poil de l'argumentation du parti qui manquait, il y avait des photos, c'était merveilleux, etc. On le distribuait dans toute la ville, et quand vous voyez les boîtes aux lettres des gens, 19 000 boîtes, ça mettait à peu près 10 jours à être distribué, les gens arrivent, ouvrent la boîte aux lettres, il y a tant de prospectus, dont le nôtre, hop, ils jettent à la poubelle, et ils partent avec leur courrier. Bon, on s'est dit, putain, ça sert à rien de distribuer 19 000 tracts comme ça, etc. Mais en même temps, c'est là où c'est plus compliqué. C'est qu'on s'est rendu compte que qu'est-ce qui était payant? C'est que les camarades qui boitaient, ils faisaient ça dans la journée, etc. Pas mal de camarades retraités, puisque bien sûr, c'est plus simple quand on est retraité de faire ça que quand on est actif. Et ces camarades, en boitant, ils rencontraient des gens dans la rue. Et c'était ce contact et cette discussion où quand ils arrivaient aux boîtes aux lettres, il y avait des gens qui prenaient leur courrier. Ah, mais pourquoi vous distribuez ça, etc. Ou quand on le faisait devant les écoles. Et c'est là où il y avait de la discussion. Les gens nous voyaient boiter et ça permettait d'avoir de la discussion. Donc en fait, on s'est rendu compte que c'était moins le fait... Alors bien sûr, il ne fallait pas raconter n'importe quoi dans notre 4 pages. C'était moins le fait que les gens aient un 4 pages que le fait d'arriver
d'être présent, d'avoir une présence et d'engager une discussion. Et qu'en fait, le 4 pages était plus un moyen pour nos camarades d'avoir une argumentation, pour être capable de soutenir la discussion, et d'arriver à avoir le contact avec les gens, parce que c'était un support de contact. Parce que quand vous faites du porte-à-porte, vous êtes obligé d'avoir un contact, vous ne vous présentez pas comme ça. Même les témoins de Jéhovah, ils ont la Bible. Bon, donc voilà, donc ça nous a fait un peu, je pense, dans le parti, on a toujours une grande religion de l'écrit. Alors, il faut avoir des écrits qui tiennent la route, mais c'est surtout, faut penser, notre force, c'est notre réseau de contact humain. Comment on avance ça. Et, alors, y compris, donc ça pose la question de la force du nombre. Ça pose dans notre acte, quand même, parce que dans nos argumentations, c'est à chaque fois comment on déconstruit aussi l'argumentation des autres. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la question de la SNCF, la SNCF, il y a deux manières de faire. Soit on dit on est en soutien avec les cheminots, c'est formidable ce que vous faites, etc. Bon. Je pense que là, la plus-value politique, elle est... Alors bien sûr, c'est vrai, il faut le dire. Mais à quoi on sert politiquement? Et là, c'est là où nous, notre intérêt, c'est de montrer, enfin je dirais, c'est de montrer qu'il y a besoin d'un service public du chemin de fer dans notre pays, que ce service public du chemin de fer, c'est une nécessité par rapport au réchauffement climatique, c'est une nécessité par rapport à la désertification des campagnes, c'est une nécessité par rapport aux besoins quotidiens des gens d'aller à leur travail, etc., et de ne pas perdre des heures de leur vie dans leur travail, y compris nous, on utilise un truc qui est très, très percutant. Le tract sur le RERB, il commence... chaque semaine, on vous vole 4 heures de votre vie dans le RERB. Partir à partir de ça, du vécu des gens, et à partir de ça, on démontre les besoins d'un service public. Et qu'est-ce qu'il faut mettre dans le service public, y compris même la question de la dette, on la pose aussi par rapport au coût global de la route, parce que la SNCF, elle se paye plein pot tout. La route, les mecs, ils défoncent toutes les routes chez nous. Les camions, parce que nous on a tous les camions qui arrivent du nord qui défoncent tout, parce que les mecs ils veulent pas se garer dans les trucs où c'est payant, ils défoncent toute la route, ils tuent plein de gens, enfin ils tuent plein de gens. Non mais, je veux dire, faut voir la peur panique pour les gens. T'as perdu 4 ans, si t'es pas mort. Non, il faut voir la peur panique des gens quand ils déboulent sur l'autoroute et que vous avez ces murs de camions qui foncent plein phare, parce que les mecs, c'est le salaire de la peur, etc. Ça, il faut en parler. Il faut en parler. Et à partir de ce moment-là, on dit, mais est-ce que vous voulez qu'on continue comme ça? Et la concurrence, ça va là, voilà. Donc il faut donner un caractère vivant à notre histoire et qui déconstruise les arguments. Alors après, pourquoi j'utilise le mot marketing? C'est que dans notre communication, je pense qu'elle soit écrite, YouTube ou n'importe quoi, il faut toujours se poser la question à qui on parle, comment on parle, et comment, quand je dis jusqu'où, c'est-à-dire que notre gros problème, c'est qu'il faut, et c'est là un peu, c'est pour ça que le mot marketing n'est pas nécessairement un mot à bannir, c'est que, c'est pour ça que c'est qu'il faut amener les gens à s'engager et être porteurs de notre engagement. C'est-à-dire ce qu'en marketing on appelle ça un prosumer. C'est-à-dire que comment une marque elle réussit quand ses clients se font les agents commerciaux de cette marque. Et nous, c'est un peu, un peu ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a à peu près 25% de gens qui sont prêts à signer une pétition, enfin même, c'est même plus que ça parce que c'est, j'arrive pas à lire, c'est sur Internet. Et 25 plus 41, donc c'est 66% des gens qui sont prêts à signer une pétition sur Internet. Donc il y a une certaine forme d'engagement. On l'a vécu avec la loi travail. Hein. Bon. Et, à l'autre bout, adhérer, être militant actif d'un parti politique, c'est 2 ou 3%. 15%. Non, oui, non, mais si je prends le petit truc vert, qui est oui,
vous êtes tout à fait certain. Alors bon, un peu plus si on met 15%. Bon, donc on voit qu'il y a un énorme trou entre ça et ça. Donc comment on amène quelqu'un qui a signé une pétition, qui est quand même s'est un peu engagé sur une lutte particulière, comment on l'amène à qu'est-ce qu'être militant d'un parti politique? C'est passer du particulier au général aussi. Parce qu'on a une vision. Et le gros problème, c'est que l'engagement, de plus en plus, il est sur des causes particulières. Les gens vont défendre tel ou tel combat, on peut en penser ce qu'on veut, il y en a, c'est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il y en a d'autres, c'est je ne sais trop quoi, et ils vont s'engager là-dessus. Mais ils s'engageront que là-dessus, voire une fois que c'est fini, même. D'ailleurs, c'est un des problèmes qui est posé à Mélenchon. Mélenchon, il a fait, effectivement, plein de gens se sont engagés sur les élections présidentielles. Mais là, les 3/4 maintenant, ils sont dans la nature. Alors il peut peut-être les remobiliser, ou peut-être pas. Et nous, notre problème, c'est qu'il y ait une pérennité là-dessus, sur cette mobilisation. Donc, excuse-moi, j'ai juste une question. Et puis aussi, il y a quand même le fait que ça se multiplie, les pétitions. Comme c'est très individualisé, il y en a plein. Moi, je sais pas, il m'arrive des jours d'en signer 10 d'un coup sur Internet, quoi. Donc les gens ne sont pas comment dire, l'engagement à signer quelque chose n'est pas en soi forcément un engagement, je dirais, politique, quoi. C'est un engagement faible. C'est un engagement presque populiste, qui est de l'ordre de l'émotion. Tu signes, rien, tu signes contre la, je sais pas, pour la loi littorale de la même manière que pour les élevages de visons, voilà, que pour la sécurité sociale. Enfin, tout est un peu mélangé. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, nous, notre boulot, c'est le tirer vers. Mais parce que quand tu regardes notre histoire, comment on est venu au parti, nous, on avait fait à Blanc-Ménil, on fait des cérémonies d'intégration, ça peut paraître bizarre, des nouveaux adhérents. Non, mais justement pour les mélanger avec les anciens, parce qu'on s'est rendu compte que les camarades qui avaient X années de parti, ils causaient jamais aux jeunes qui arrivaient, ou quand les jeunes qui arrivaient, ils faisaient des trucs, enfin les jeunes et moins jeunes qui adhéraient, ils refaisaient tout derrière, donc ça les énervait beaucoup, les jeunes adhérents. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse qu'on organise quelque chose, on a appelé ça cérémonie d'intégration, où on mélange les générations. Et on se donne dans l'idée, c'est-à-dire qu'on a un petit chapeau, où les gens tirent un papier, et les nouveaux, et puis les anciens, et c'est une forme de parrainage, et chacun doit expliquer, c'est-à-dire que, moi par exemple, Joachim tire mon nom, et je vais expliquer à Joachim à partir de quoi j'ai décidé d'adhérer au Parti communiste français. Et Joachim, il va dire, lui, pourquoi il a décidé d'adhérer au Parti communiste français. Et à un moment donné, on croise ses expériences. Alors, il y a des camarades, c'est la guerre du Vietnam. Et ils sont rentrés par là. Et le reste, ils s'en foutaient comme de l'an 40. Tu as d'autres camarades, bon, c'est à partir de l'engagement syndical. Il y en a d'autres, ça peut être la libération de Mandela. Moi, c'est plus ma génération. Et puis là, ces jeunes qui nous expliquaient pourquoi ils avaient décidé de s'engager au parti. C'est le croisement, parce qu'effectivement, tu as toujours une raison qui est peut-être dans l'émotion. Et à partir de moment, quel est notre rôle? C'est de tirer cette émotion vers un engagement politique qui ouvre des horizons et qui soit qu'on passe d'un mono-engagement à un engagement plus global. Parce que c'est le rôle d'un parti politique. Il y a l'émotion, puis il y a le nivellement du fait de la quantité de pétitions. Oui, alors là, il y a aussi... Et de contenu, du coup, alors, non hiérarchisé. Pourquoi il y a beaucoup de pétitions? C'est parce que ça permet aussi de récupérer de la donnée et de récupérer des contacts. Hein. Des données. Mais il ne faut pas s'en priver, nous. Hein. Voilà. Alors, je voudrais revenir... J'ai combien de temps, là, à peu près 2 minutes. Ouais. Juste une chose un peu, je voudrais donner un peu un exemple avant qu'on fasse le débat, sur la question l'émergence du numérique dans la communication politique. Alors, c'est un petit résumé des choses. La naissance véritablement de l'Internet grand public, ça commence en 92. On est passé en France de 92-93 où il y avait 0,01% de la population qui était connectée à Internet à maintenant un taux de à peu près 86%. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fracture numérique, mais la fracture elle est dans les usages et moins dans la connexion en tant que telle.
chose importante, c'est ce qui se passe à l'horizon des années 2001 avec la naissance de Wikipédia. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est important aussi dans notre communication politique. Moi, je vous appelle tous à essayer de devenir rédacteur Wikipédia. Parce que quand les gens veulent se renseigner sur quelque chose, le premier réflexe, c'est d'aller sur Wikipédia. Et là, en ce moment, il y a un bras de fer qui se joue au niveau, parce que ceux qui administrent Wikipédia France, qui est Wikimedia France, il y a un bras de fer, c'est-à-dire que la République En Marche est en train d'essayer de mettre la main dessus. Sous quelle forme, du coup? C'est parce qu'ils essayent de virer les autres administrateurs et que ce soit eux les administrateurs. Donc il y a un afflux de militants de la République. Oui, enfin un afflux, c'est pas un nombre gigantesque les administrateurs de Wikimedia, mais il y a un afflux et ils s'en occupent de Wiki, et ils s'en occupent même d'une manière militante de Wikipédia, parce que c'est la première, quand les gens veulent se faire une idée sur quelque chose, c'est le premier réflexe. Hein. C'est Google qui met souvent d'ailleurs, quand vous allez chez votre médecin, vous avez des symptômes, vous commencez par regarder Wikipédia, puis après vous discutez par rapport au médecin sur ce que vous avez lu. C'est Google qui met ça en premier choix aussi. Enfin, c'est pas forcément nous qui allons vers Wikipédia, mais Wikipédia. Mais la réalité, c'est que c'est la première chose quand les gens veulent veulent faire pour devenir rédacteur? Devenir rédacteur, il faut... je vais te donner un exemple. Alors, le principe de Wikipédia, c'est que c'est l'anonymat, d'abord, parce que les gens, enfin dans le sens, c'est qu'on soit maçon ou professeur d'université, on est à égalité sur Wikipédia. Après, on propose des pages. Et là, il y a des règles à suivre. Mes camarades, par exemple, de Palaiseau, ont voulu proposer, la section de Palaiseau, une page sur un certain nombre de résistants communistes qui avaient été fusillés et déportés à la Libération. Donc ils ont commencé à rentrer dans Wikipédia, donc ils sont inscrits, à proposer la page. Il y a eu une bagarre, parce qu'il y a des gens qui ont expliqué ça n'a rien à faire dans Wikipédia, qui venaient d'ailleurs de la fachosphère. Il y a eu un vote, et ils ont gagné le vote. Donc leur page avait passé. Donc il faut s'inscrire. Il y a toute une procédure, je ne vais pas la donner en détail, mais alors bien sûr il faut avoir des choses à y dire, etc. Mais sur un sujet donné, ça peut être par exemple la page, qui est la page y compris la page de nos responsables politiques locaux, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un au national qui s'occupe de cette page Wikipédia pour tout ce qui est communication du parti? Parce que justement, la France Insoumise s'en était saisie au moment des présidentielles et des législatives. On est en train de mettre ça en place. Et c'est vraiment très très important. Nous, on essayait à notre niveau d'aller modifier l'information parce qu'elle était assez controversée et anticommuniste. Mais effectivement, on a, nous, un gros travail à faire au niveau national, d'être très présent dessus et d'aller voir fréquemment ces pages-là qui sont... fréquemment justement modifié par ceux qui voudraient nous... C'est pour ça qu'on va créer une... Et pour ne pas les faire modifier, on va créer un staff de rédacteurs... Attendez, laissez parler. Voilà. C'est pour ça, justement, tu poses une très bonne question, on est en train de le faire, enfin c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je vous parle de ça, parce qu'on veut créer justement récupérer un peu tous les camarades, parce qu'il y a des camarades qui agissent sur Wikipédia, mais on ne les connaît pas, ou on les découvre. Donc on veut structurer tout ça et avoir une force d'action là-dessus. Parce que ça peut paraître un peu ridicule, mais sauf que ce qui est écrit sur Wikipédia, ça a parfois beaucoup plus de force qu'un tract. Parce que ça a l'authenticité de Wikipédia. Donc effectivement, tu poses une très bonne question. Alors, je continue un peu mon histoire. René, tu voulais poser une question? Non. Voilà. Deuxième chose, naissance en 2004 de Facebook, premier, qui est un réseau maintenant, là aussi, où nous avons plus de 65% des Français qui sont sur Facebook. Alors, sur les réseaux sociaux, vous avez deux types de réseaux sociaux qui sont dominants pour l'instant. Alors chez les jeunes, ça change assez souvent, mais il y a le premier type, c'est Facebook, qui est le réseau social un peu de tout le monde.
Twitter, c'est le réseau social un peu des, entre guillemets, des décideurs, des influenceurs. C'est-à-dire qu'il faut avoir Twitter pour causer avec les journalistes. C'est simple, hein, je la fais courte. Il faut être sur Twitter pour causer avec les journalistes et alimenter les journalistes. Leur mâcher le travail, ils aiment bien ça. Et après, il y a d'autres forums qui sont plus complexes que ça. Par exemple, il y a le forum Blabla, ça fait partie de jeuxvideo.com, Blabla 18-25 ans. Alors vous allez me dire pourquoi ils nous causent de ça. Faut savoir que Mélenchon, au début de la campagne des présidentielles, c'est-à-dire en février, il était à 15-17% chez les jeunes, très loin derrière La République En Marche et la fachosphère, très influente sur ce forum. À l'époque, Marine Le Pen était, c'est les 18-25 à 30%. Il y a des gens, alors à l'insu du plein gré de Mélenchon, il y a des gens se retrouvant dans sa campagne qui ont été se bagarrer comme des chiens sur Blabla 18-25. Et à partir de ce moment-là où ils y ont été, dans les sondages, on a vu que ça s'est inversé. C'est la France Insoumise, enfin Mélenchon qui est monté à 30% et Le Pen est descendu à 20%. Donc on peut se dire, Blabla 18-25, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça parle de jeux vidéo. Détrompez-vous. Alors bien sûr, il faut avoir 18-25 pour y aller, hein, parce que sinon on se fait vite défoncer. C'est d'une violence sans nom. C'est très violent comme forum. Mais, enfin, quand je dirais, c'est une violence intellectuelle. Hein, bon. Mais il faut être présent dans ces lieux-là. Alors, quel est le problème qui se pose par rapport aux réseaux sociaux? Il y a le gros problème, c'est quand on parle qu'entre nous. C'est-à-dire, c'est la bulle de confirmation. C'est-à-dire que très rapidement, l'habitude, c'est d'être entre nous. Mais c'est vrai pour tout le monde hein, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand vous ne rayonnez pas dans les réseaux sociaux et vous vous enfermez dans une bulle de confirmation, quand vous avez des amis qui ont 600, 500 amis qui sont communs à vous. Parce que ça veut dire que vous parlez qu'avec les gens avec qui vous êtes d'accord. Ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Ou alors vous vous affrontez avec des gens de toute manière avec qui vous n'avez rien comme accord. C'est tous les copains qui se pouillent la tête avec des militants de la FI ou je ne sais quel facho, etc. Ça ne sert à rien non plus. Hein. Ça fait plaisir, ça peut... mais politiquement c'est nul. Par contre, et même quand on se parle entre nous, c'est pas terrible non plus, parce qu'on a tendance à en rajouter dans nos trucs. Bon. Par contre, ce qui est efficace, c'est de parler à des gens quand on a beaucoup d'amis qui ont que 5-6 amis de commun avec soi. Là, on crée de la viralité et on crée un peu un effet cascade. Et c'est les gens qui arrivent à avoir ce qu'on appelle un peu des liens faibles, c'est-à-dire beaucoup d'amis qui ont 5-6 amis de commun, donc qui ont des amis qui sont hors de notre sphère, parce qu'eux, ils ont 1000 amis, mais sauf que ce n'est pas des gens qui sont dans notre sphère. Et quand on arrive à publier des choses sur leur mur, à les faire évoluer, etc., là, on projette un peu nos idées. Alors en même temps, il ne faut pas se faire d'illusions aussi, c'est que la dépolitisation, elle existe dans Facebook comme dans la réalité, c'est que la plupart des gens qui utilisent quand même Facebook, utilisent pour mettre des petits chats, des vidéos de petits chats, et leurs photos d'anniversaire, ou de leur petite copine, ou de leur petit copain, etc. Donc, voilà, donc le problème de dépolitisation et d'arriver à intéresser les gens et les politiser à partir de leur quotidien, il se pose tout autant dans Facebook qu'ailleurs. Mais le danger, c'est de s'enfermer et de passer un temps complètement chronophage sur Facebook, sur une vision où on ne parle qu'à ses potes. Et pour vous donner un peu quand même le rôle que peuvent donner quand même le numérique sur ces questions-là, c'est que les réseaux sociaux ont joué quand même un rôle important d'organisation. Dans les printemps arabes, dans Occupy Wall Street, les indignés, et pour l'écriture en direct de la constitution islandaise en 2011, l'élection d'Obama, ça a été l'utilisation massive du big data
et du marketing numérique, mais qui a redonné aux États-Unis deux choses qui avaient disparu, la souscription populaire et le porte-à-porte. Et Nation Builder, ça a qu'une utilisation derrière, c'est de préparer du porte-à-porte et de la souscription populaire. Alors Périscope, ça je vous en ai parlé. Pour finir, je vais vous montrer une petite vidéo qui montre un peu, alors c'est pas de nous, mais qui à mon sens est assez édifiante. C'est de la conférence épiscopale. Alors, attendez, je vais vous mettre ça fort. Non, mais c'est intéressant de la manière dont ils prennent les choses. Alors, c'est l'Église est une secte qui a réussi, qu'elle reçoit. Tu vas vraiment répondre ça? Quoi? La miséricorde, tu connais? C'est aussi valable sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois, je fais la médic là. La miséricorde, ça parle pas aux gens. Merci Thomas. Tu vois, le but c'est d'essayer de se comporter en bon chrétien sur internet comme dans la vie. Merci Jean. Et c'est pas gagné. Quelques exemples en vrai. Regarde. Cato rageux qui écrit « Au lieu de dire de telles conneries, tu ferais mieux de lire la Bible ». Hashtag vraiment Cato. Ouais, enfin vraiment Cato, pas sur les réseaux sociaux. Là, on a Cato Woman qui écrit sous sa photo « En pèlerinage à Saint-Jacques, si vous aimez Jésus, likez ma photo ». Résultat, 300 000 likes en 2 heures. Eh ben, c'est plutôt cool. Mais ça veut pas dire que les gens aiment Jésus. Ça veut dire qu'ils veulent que les gens pensent qu'ils aiment Jésus. C'est pas ça qui compte. Ouais, mais si on like pas, comment on partage le fait qu'on est chrétien? Bonne question. Oui, tout à fait. C'est un autre problème. Par exemple, Cato Invisible qui écrit sur son profil un extrait de l'Évangile. Et alors, il y a eu un commentaire de super athée. Oh, le mec est Cato, la teon. La teon. La honte. La honte. Et du coup, il a retiré sa publication. Oui, on n'est pas obligé de se rendre toutes les 10 minutes, quoi, mais n'ayons pas honte, c'est beau d'être chrétien. Bah oui, bien sûr. Oui, et par exemple, toi, tu t'apprêtais à grossir la liste. Avec ta réponse impulsive. Quand on utilise les réseaux sociaux, il faut savoir faire preuve de miséricorde. Définition de miséricorde? Moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été accordé miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. Première épître à Timothée 1,13. C'est pas un 14? Non, c'est 1,13, j'ai vérifié sur Internet. Tu vois, le but c'est d'essayer d'appliquer le message de l'évangile, la parole du Christ, à l'ère du numérique. Non mais vous êtes gentil, mais on n'est pas en Palestine dans l'an 30. On est au 21e siècle. Internet, les smartphones, Jésus connaît pas tout ça. On a bien entendu vous. Désolé de déranger les gars, mais vous savez pas où je peux trouver un chargeur mini USB? Si tu peux te brancher là, Jésus. Ah, trop bien, merci. Salut. En fait, ce qu'on veut te faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'époque ou de lieu pour vivre la miséricorde. Oui, enfin, est-ce que, une bonne fois pour toutes, vous pouvez m'expliquer ce qu'est la miséricorde? Et sans me citer Saint Matthieu, ou je sais pas quoi dans la réponse. La miséricorde, si tu veux, c'est ce par quoi Dieu vient pacifier nos cœurs et nous rend du coup porteurs de sa tendresse et de son espérance. Tu comprends? D'accord. Et c'est dans l'évangile, ça? Non, c'est pas dans l'évangile. C'est l'évangile. Sur les réseaux sociaux aussi, le Christ nous invite à agir avec miséricorde. Tu vois que ça va pas que j'existe en miséricorde sur les réseaux sociaux. Bah ouais, pourquoi pas. Je sais pas, je vais voir. Monsieur Patate. Alors, je pense que c'est assez édifiant, parce que bon, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous en termes de com. Hein. Ils ont 2000 ans d'expérience, un peu aussi quand même, mais en même temps, c'est intéressant, parce que qui n'a pas eu ce type de comportement chez nous sur les réseaux sociaux, ou même dans la manière dont on parle aux gens, dont on fait des tracts, etc. Et là, l'intelligence, c'est de dire, on parle de là où en sont les gens, comment on va discuter, comment on les amène. Et alors
ce que veut dire d'ailleurs religion, c'est relier les gens, hein. Donc c'est derrière ça, ils déroulent leur truc. Donc je pense que alors, j'enlève de côté, on peut remplacer miséricorde par solidarité, hein, ce qui est une solidarité concrète. Je dirais c'est ce type ce clic qui est très bien fait à mon sens, qui fait réfléchir, va nous faire réfléchir aussi sur la manière, nous, quand on communique, notre problème c'est pas d'affirmer que nous sommes communistes, c'est de faire venir des gens de leur faire comprendre un certain nombre de choses, de les politiser et de les faire venir au Parti communiste. Et souvent on est plus, ce qui se comprend, parce que comme on est dans un environnement hostile et on n'est pas dominant, on est plus dans l'affirmation nous sommes communistes, mais ce qui est très bien, hein, c'est d'être fier d'être communiste, mais nous notre problème c'est que les autres le deviennent. Et il ne faut jamais perdre de vue cet aspect-là. Je pense que ça doit énerver toute notre communication, alors qu'il y a plein de problèmes. Je voudrais dire un dernier point sur parce que c'est une question qui est récurrente dans notre histoire, c'est notre sigle. Bon, les camarades qui disent, bon, le sigle actuel, il n'est pas très lisible, et puis la faucille et le marteau, c'était pas mal. Alors c'est vrai que c'est un avantage, mais là, justement, je pense que le débat sur notre sigle, il est important. Il est important parce qu'il n'est pas archaïque. Je ne pense pas qu'il faille traiter les copains qui sont attachés à la faucille et le marteau d'archaïque. Parce que, d'abord, le problème d'un sigle, c'est qu'il faut qu'on nous identifie très rapidement. Je reprendrai l'exemple des cathos. Les cathos, ils ont la croix. La croix, sincèrement, bon, c'est un outil de torture, et puis Dieu merci, on ne crucifie plus beaucoup les gens de nos jours. Bon. Donc, mais en même temps, et en plus, ça a un avantage, c'est qu'une croix, ça se trace très rapidement. Bon. La faucille et le marteau, ça avait un avantage, c'est que d'abord, ça disait une idée politique qui était très forte à l'époque où elle a été mise en avant, c'était l'alliance des paysans et des ouvriers. Et ça le symbolisait très rapidement. Et en plus, ça avait un avantage, c'est que si vous avez à peindre le soir quelque chose sur un mur, c'est plus facile de faire une faucille et un marteau que de dessiner un ordinateur et un tracteur ou une moissonneuse batteuse. Hein. Bon, donc, il y a c'est la simplicité de la chose, et ça avait une signification politique. Et pour les gens, ça reste, vous montrez une faucille et un marteau, pour les gens, immédiatement, ils identifient le communisme. Bon. Donc ça reste un symbole d'identification fort. Le problème que l'on a maintenant, c'est que, je dirais, non pas que nous sommes contre l'alliance des ouvriers et des paysans, mais ce qu'est le Parti communiste et ce que nous entendons par communisme et ce qui fait ce que nous sommes, c'est plus totalement ça, et c'est d'autres choses. Donc, à mon sens, le problème, c'est moins de dire nous n'utilisons plus la faucille et le marteau parce que c'est archaïque, c'est tout ce que vous voulez, etc. Mais c'est que nous travaillons à trouver un autre symbole qui, d'une manière très simple, puisse exprimer ce que nous sommes et ce que nous voulons pour la société française. C'est ça, la question qui est posée au travers du symbole et du sigle. Et si ça, on arrive à se fabriquer un nouveau symbole, un nouveau sigle, qui soit capable de nous identifier comme ça, alors là, on a gagné quelque chose. Mais c'est souvent, c'est pas si simple que ça à faire, parce que la faucille et le marteau, ça peut paraître évident. Je pense que ça a dû demander beaucoup de réflexion aux camarades qui l'ont conçu, je ne sais pas, ça doit être chez les bolcheviks en 1917, etc. Mais c'est important, parce que, et ça c'est aussi important, c'est que quand on change de symbole, il faut qu'on soit capable, les gens soient capables de comprendre que c'est la continuité historique et qu'on n'a pas changé de continuer à nous identifier, quoi. Donc c'est toute la question qui est posée autour de ça, c'est-à-dire qu'on sent que la faucille et le marteau, ça ne correspond plus tout à fait à ce que nous sommes, mais en même temps, c'est ce qui nous identifie auprès des gens. Il y a un côté, c'est là où c'est contradictoire, c'est que ça fait qu'on existe et qu'on fait partie de la culture française, et ça nous ancre, et en même temps,
ça nous tire vers quelque chose qui n'est plus, qui appartient à notre histoire, mais qui est, quand on parle de rassemblement, de politiser les classes populaires, de leur redonner du pouvoir, c'est pas seulement la faucille et le marteau, pas ça, ça ne symbolise pas ça. Mais comment le symboliser, ça, c'est une vraie question, et pour l'instant, je vous avoue honnêtement, je n'ai pas la réponse. Mais je pense qu'il faut travailler de ce côté-là, plutôt que de dire, voilà, la faucille et le marteau, c'est dépassé, c'est pas là la question, ou on va mettre seulement PCF. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin, qu'on ait quelque chose qui nous identifie quoi qu'il arrive. Alors, il faut savoir aussi que le petit problème aussi, c'est pourquoi il y a eu la faucille et le marteau comme la croix pour les chrétiens, c'est que c'était quand même des sociétés qui étaient en grande partie illettrées. Donc il fallait des symboles qui permettent d'identifier tout de suite. Maintenant, on est dans des sociétés où la plupart des gens savent lire et écrire, mais cela dit, de plus en plus, ils vont sur le numérique, et avoir un symbole qui, immédiatement, le F de Facebook, tout le monde sait que c'est Facebook. Donc avoir quelque chose qui nous repère visuellement, immédiatement, c'est extrêmement important. Voilà, peut-être qu'on peut avoir un petit temps de débat. Je voudrais juste... pardon. Juste sur la question du logo, dire que c'est la question du signe qui se rapporte donc à un projet, que ces signes ont souvent été confiés à soit des artistes, soit des graphistes d'avant-garde, et que c'est pas forcément à nous de définir ce signe, et qu'on peut aussi demander à quelqu'un, pour justement être ancré dans le réel, de réfléchir à partir de notre projet, de ce que peut être ce signe, encore une fois réalisé par les avant-gardes. Et le plus beau signe, moi je trouve, c'est Adidas et les 3 bandes. Oui, mais où on peut avoir le postulat inverse, c'est de demander à la population ce qui caractérise